Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette fois-ci, ce n'est pas un canular. Saïf al-Islam Kadhafi est bien libre. Mais en Libye, pas grand-chose encore ne filtre sur sa destination après son départ de Zintan où il était détenu depuis 2011. Et pourtant, le second fils du chef de l'ex-Jamaïria arabe libyenne avait été mis en liberté conditionnelle depuis juillet 2016 sans pouvoir quitter cette ville montagneuse au nord-ouest de la Libye. Sa libération qu'il doit à la brigade Abou Bakr al-Sadiq remet au goût du jour la relation existante entre le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et plusieurs brigades de cette région. Une remise en liberté qui crée une onde de choc tant au niveau national qu'international. Comme exemple, la brigade qui a libéré Saïf al-Islam est défaite sur ordre du dirigeant militaire de la région. Ensuite, le parquet de Tripoli, non reconnu par les autorités de l'Est, a indiqué qu'il était toujours recherché par les autorités judiciaires de la capitale où il avait été condamné en 2015. Enfin, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, a demandé son arrestation immédiate au motif que le mandat d'arrêt délivré contre Saïf al-Islam émis depuis 2011 était toujours en vigueur. Qu'est-ce qui justifie la libération de ce prisonnier d'envergure? Quelle appréciation faire du rapprochement qui s'opère entre le général Haftar et le fils de l'ex-chef d'État libyen? Saïf al-Islam peut-il avoir un rôle à jouer dans la résolution définitive du conflit libyen? Quels avantages et inconvénients y a-t-il à l'extrader vers la Cour pénale internationale? Autant de préoccupations pour meubler votre émission Angle de vue qui traite de l'actualité sur le continent africain. Libye, libération de Saïf al-Islam Kadhafi, début d'apaisement ou source de nouvelles tensions. Ce sera le thème central de cette émission qui reçoit aujourd'hui pour vous le colonel Louis Akani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de l'ONU pour les questions de sécurité. Merci d'être sur ce plateau. Merci aussi. Face à vous, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Un sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Merci d'être là. Merci. Colonel Louis Akani, vous étiez aux Pays-Bas il n'y a pas si longtemps, et notamment à La Haye. On va parler de La Haye dans cette émission, mais avant d'y arriver, quel est votre regard suite à l'annonce de la libération de Saïf al-Islam Kadhafi? Merci bien, monsieur le journaliste. Et oui, par rapport à la libération du fils Kadhafi, je vois que en fait, cela amorce la paix. Oui, c'est important. Mais vu ce qui se passe dans ce pays, ça devient très dangereux. Parce qu'il faut se poser la question, qui c'est qui a libéré le fils? Parce qu'il y a plusieurs gouvernements dans le pays. Voilà. Qui c'est qui a libéré ce fils? C'est une bonne démarche, mais au même moment, on veut le récupérer pour l'enfermer à nouveau. Et à ce niveau, ça va compliquer encore la situation. Je suis pour sa libération, c'est très bien. Ainsi, récupérer dans un domaine, en fait, pour aller vers la paix, vers le dialogue, puis un brassage, et que chacun trouve son compte afin que tout reprenne dans ce pays. Alors, si c'est dans ce sens, c'est très bien. Mais libérer pour arrêter encore, c'est un cycle sans fin. On va pas, ce serait toujours le même problème, on ne va pas s'en sortir. La question que moi je me pose, qui c'est qui a libéré? Est-ce que c'est un gouvernement légitime ou bien qu'est-ce que c'est? Si on me dit c'est la milice. Si c'est la milice, ça veut dire que cette libération n'a pas de poids, c'est-à-dire ça n'a pas un effet. Et bien au contraire, ça poserait encore des problèmes. Voilà. La preuve, la CPI est en train de réclamer. Si c'était un gouvernement légal, je crois que le problème ne se poserait pas du tout. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Alors, Aimé Tchefa, aujourd'hui, on a l'impression que c'est juste le premier pas sur un très long chemin pour Saïf al-Islam Kadhafi. C'est vrai, je voudrais partir d'une piste amorcée par le colonel Akani, à savoir pourquoi il a été libéré. Je voudrais vous rappeler que en 2011, lorsque la République Jamaat islamienne libyenne a été défaite de toutes pièces par l'œuvre des Occidentaux, parce qu'en fait, c'était
l'espoir de tout le continent pour sa libération. C'est de cela qu'il s'agit, je ne prends pas parti, puisque d'ailleurs plusieurs universitaires ont produit beaucoup de choses à cet effet, dont je prends faits et voix pour ces derniers. Alors, depuis 2011, Saïf al-Islam, qui, disons, dans la gérante de son père, était pratiquement préparé pour succéder à son père, parce que déjà il montait au créneau, disait ce qu'il pensait de la République, parlait de différentes réformes à introduire dans ce pays, qui, disons, est une sorte d'asile pour tout Africain. Il en parlait déjà. Donc, disons que c'est le fils préparé pour succéder à son père. Donc, à l'enclabure des événements survenus en 2011, où il a été arrêté, il serait parti, disons 8 mois, il a été arrêté, et que finalement, suite à un long procès démarré en 2014 et qui a connu son épilogue en 2015, il a été condamné à mort. Donc, aucun gouvernement sérieux ne l'a jamais arrêté. Et depuis 2011, où le colonel Kadhafi a été assassiné, il n'y a jamais eu de gouvernement officiel sérieux en Libye. Alors, par conséquent, pourquoi aujourd'hui on le libère? Vous voyez un peu, la milice ou la brigade, le détenant, d'accord, et qui est en lien avec un certain nombre de groupuscules armés et de factions qu'on connaît, et que la Libye aujourd'hui, globalement, est devenue un guêpier, la libération de celui-ci, certainement, doit être un événement déclencheur à plusieurs faits ou phénomènes sociopolitiques que nous pouvons analyser et appréhender. Tout à fait. Alors, colonel Haqqani, aujourd'hui, on a l'impression de se demander à qui profite au prime abord la libération de Saïf al-Islam Kadhafi. Et justement, cet aspect, puisque déjà, après sa libération, c'est le maréchal Haftar qui demande, qui réalise sa cause. Et déjà, on voit que le maréchal est vraiment intéressé. C'est-à-dire qu'il veut faire un tandem pour permettre de pacifier le pays. Mais ça ne pourrait pas marcher comme ça, parce que le maréchal même n'est pas... son régime n'est pas connu, c'est pas légal, je veux dire. Et la communauté internationale a placé un régime qui répond... Vous parlez du régime de Fayez al-Sarraj. Exactement, Fayez, voilà. Alors, je crois que c'est par là que ça doit se passer. Ou, à défaut, vous trouvez tout le monde pour permettre un brassage avec le maréchal et puis, en fait, toutes les composantes. Hein. Les retrouver, faire un brassage pour permettre un dialogue et pacifier, réconcilier les populations. C'est si important. Sinon, sans cette étape, je ne crois pas qu'ils peuvent y arriver. Maintenant, la communauté internationale demande, et puis en fait, par le biais de l'arrêt, de déposer Saïf al-Islam. Mais ça va être très compliqué, parce que c'est aller un peu vite en besoin. Il a des problèmes d'abord à régler. Vous voyez un peu la situation de la Libye, c'est-à-dire avec toutes ces ventes d'armes et comme ça. On ne peut même pas situer la cartographie des ventes d'armes. Il y en a de partout, chacun. On les déploie de partout. Donc la situation n'est pas du tout maîtrisée à ce niveau. Donc je crois quand même qu'il y a des préalables d'abord, avant de se lancer dans des situations de la Cour internationale. Je ne suis pas contre que la Cour n'interpelle pas, non. Sinon, ça va être mal interprété. C'est-à-dire qu'on dira qu'il y a l'impunité qu'on sort. Bon, il y a des griefs contre Saïf al-Islam, d'accord, mais en attendant, il y a des réalités qu'il faut d'abord prendre en compte pour régler les problèmes avant de passer à deux étapes. C'est comme ça qu'on le voit. Tout à fait. On sait qu'il avait été mis en liberté conditionnelle depuis juillet 2016 sans que cela ne soit exécutoire dans la région où il était détenu. Alors pourquoi se termine aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous dire que est-ce que Saïf al-Islam, en réalité, était vraiment arrêté? Vous savez bien que dans la région de Zintan, il avait la possibilité d'aller où il voulait, comme il voulait et quand il le voulait, sans sortir réellement de la région. Et qu'en réalité, il était comme un peu en résidence surveillée. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que depuis 2011, où la Libye est dans une situation particulière, une situation où, en définitive, on constate que la paix est précaire, l'emploi est précaire, le pain
est précaire et que donc c'est une précarité totale à tout point de vue, les populations en ont marre. Et que dans les échanges en termes de stratégie de chaque bloc, je veux parler notamment de l'Est et d'une bonne partie du Sud, ralliés par des branches que vous connaissez au Nord, il y a tous ces problèmes qui se posent. Et de ce point de vue, de plus en plus les gens écoutent. Il y a une tendance qui se dessine aujourd'hui, organiser les élections. Parce que la Libye n'était pas habituée à la démocratie. Ce sont les Occidentaux qui, par l'entremise du printemps arabe, ont souhaité qu'il y ait démocratie partout au monde. Et ainsi donc, le processus amorcé, qui pourrait conduire à des élections libres, transparentes et ouvertes, pourrait donc nécessiter que plusieurs candidats affûtent leurs âmes et que le meilleur gagne, ou que celui que le peuple libyen pense qu'il a suffisamment de côtes et la tête sur les épaules l'emporte pour présider aux destinées de ce pays-là. Alors, imaginez que Saif al-Islam devenait candidat. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bien malin qui pourrait le dire. Mais ceux qui ont servi son père, pour la plupart, sont là. Le général Haftar, dans l'Est, fait partie de ses soutiens. Il en a également en Égypte. Les frères musulmans avec Mohamed Morsi, il a gardé les relations. Il y en a dans tous les États du Sahel. Je veux parler notamment de l'Algérie, à l'intérieur d'abord de la Libye, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et même jusqu'en Italie, parce qu'il y a un lien entre l'Italie et la Libye. Et renseignez-vous, sa sœur Aïcha et ses deux autres frères sont où? Alors, quand vous faites bien l'analyse par rapport à cette géostratégie, le fils a encore des appuis aujourd'hui et il aura son mot à dire dans une consultation électorale. Voilà. Alors aujourd'hui, colonel Akani, le profil du maréchal Haftar semble être un profil incontournable sur l'échiquier politique ou stratégique en Libye. Qu'est-ce qui fait la force de l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'il a tant de puissance? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas d'accord avec la stratégie mise en place par le gouvernement d'union nationale, le GNA de l'autre côté, mais qu'est-ce qui le rend quand même incontournable jusqu'à l'heure où nous parlons? Et c'est vrai, le maréchal, il a amorcé quelque chose qu'il faudra appuyer. Et mon frère a dit tout à l'heure qu'il a parlé de l'analyse géostratégique, mais il faut ajouter la géopolitique également, parce que c'est vraiment incontournable. Mais aujourd'hui, il va falloir que la communauté internationale s'en saisisse, c'est-à-dire pour mettre tous ses frères ensemble et permettre une avancée. Mais on a l'impression que la communauté internationale a pris fait et cause pour le gouvernement basé, le GNA. Tout à fait, oui, c'est parce qu'il y a un problème de crédibilité à ce niveau par rapport au maréchal qui déjà avait servi sous le colonel Kadhafi. Il est resté, donc on l'a vu avant qu'il aille en dissidence. C'est vrai, mais aujourd'hui, il veut récupérer la situation sous une autre forme. Mais la communauté internationale voit ça un peu mal, c'est-à-dire que ça ne rassure pas. Et tout, moi je dis, le plus important, c'est d'abord les ruiner tous, les pacifier, réconcilier les peuples. Ceci permettra de retrouver d'abord les caches d'armes et puis les ventes d'armes, toute la cartographie d'armes qui existe, parce que ça a des conséquences. Vous avez vu aujourd'hui le Mali, vous avez vu la traversée de la Libye vers le Mali, vous avez vu les conséquences aujourd'hui dans notre zone ouest africaine, en Côte d'Ivoire, au Burkina, par-ci, par-là, on n'est pas à l'abri non plus. Donc il y a du travail, depuis là-bas. Et on a évoqué tout à l'heure l'aspect du fait qu'ils n'ont jamais connu des élections démocratiques. C'est vrai. Alors pour y arriver, je crois que le plus important, c'est de retrouver tous les fils de ce pays. Nous, on n'est pas libyens, mais c'est sur la base des expériences que nous parlons. Il faut les retrouver tous et aider la communauté internationale, voilà, et les orienter pour leur permettre d'évoluer. Alors, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'en ce qui concerne Mme Ben Fatou et Ben Sina, elle a qu'à attendre d'abord un peu, que l'on pacifie un peu le pays d'abord, avant de passer à autre chose. C'est comme ça moi je vois la chose. Voilà. Je voudrais préciser que le colonel Kadhafi a fait 42 ans au pouvoir, au total. Alors, qui
en Libye n'a pas servi sous Kadhafi. Tout le monde a servi sous Kadhafi. D'une manière ou d'une autre, tout le monde doit quelque chose à Kadhafi. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde est impliqué dans la gestion de Kadhafi. Je voudrais rappeler qu'il y a encore un Kadhafi qui est là. Voilà. Et moi, je dirais en plus, permettez, que c'est l'intérêt de la nation. Et quand il s'agit de l'intérêt de la nation, on ne transige pas avec les intérêts des peuples. Les intérêts de la nation, c'est important. Il faut que la communauté internationale intervienne pour dégager concrètement, c'est-à-dire il faut faire un gouvernement d'union nationale en rajoutant le Marshall vers le gouvernement d'union nationale. Cela déjà pourrait permettre une avancée aussi vers la paix et rassembler les populations. C'est sur ça que moi je voulais intervenir. Voilà, alors aujourd'hui on est quand même, on a l'impression d'être en face d'un rapprochement entre le général Haftar et Seif al-Islam Kadhafi. Que gagne le général Haftar à composer ou à militer aux côtés de Seif al-Islam Kadhafi? Le nom de Seif al-Islam Kadhafi, c'est un label en Libye et disons dans une bonne partie du monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir que il y a même des chefs d'État occidentaux qui doivent des choses à Kadhafi. Le général, n'oubliez pas, c'est un militaire, donc un homme de stratégie et de réseau. Alors, il a anticipé sur le fait que, dans tous les cas, il faut aller aux élections, comme les Occidentaux l'ont souhaité, pour pouvoir pacifier le pays. Disons que depuis, ils sont dans une sorte de transition. S'ils vont aux élections, probablement, qui sont les grands candidats capable de peser dans l'échiquier. Parce que Seif al-Islam n'est pas un enfant, il est né en 72. Il a 44 ans aujourd'hui. Alors, faites le point et puis voyez. Ça veut dire que chacun est dans une logique de formalisation de son bloc sur l'échiquier ou le damier où il se retrouve pour d'éventuelles compétitions politico-électorales. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a quand même une mine de chance de leur côté. Donc c'est un tandem stratégique. C'est stratégique. Le Marshall, c'est une bonne analyse qu'il a faite. Parce que pour la Libye aujourd'hui, la Libye a besoin du recours. Le recours, c'est à l'armée. Mais là, voilà ce que nous avions, ce qu'elles ont aujourd'hui comme armée. Alors, le maréchal représente, le maréchal est un repère. C'est un repère sur qui il faut s'appuyer. Et puisqu'il est militaire, il peut beaucoup apporter à la Libye. C'est le dernier recours. Donc, il faut s'appuyer sur lui. Et ce tandem Faisal et Marshall, ce n'est pas mauvais. Il faut que la communauté internationale exploite cet aspect pour pouvoir les rapprocher au gouvernement d'union nationale. Ainsi, on aurait compris ce qui pourrait se passer à l'avenir. Voilà. Alors, la décision de libérer Seif al-Islam, d'amnistier tous les prisonniers politiques, est-ce que c'est une décision qu'on peut comprendre? Parce qu'on sait que cette région du pays n'est pas ou ne répond pas aux normes de l'autre côté. Aujourd'hui, on est dans une situation où une partie prend des décisions que l'autre partie conteste. On a l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. C'est vrai, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, c'est de visu, ça se voit, ça se sent. Mais la milice ou la brigade de l'Union libérée s'étant appuyée sur une décision d'amnistie rendue publique depuis l'année dernière. Et si vous vous en souvenez, déjà en juin 2016, vous l'avez dit dans votre introduction liminaire, qu'il serait libéré. Et que c'est après que des précisions ont été apportées à cette fin. Donc, les Libyens sont en guerre et puis chacun est en train d'utiliser les armes dont il dispose pour pouvoir tirer le drap de son côté. Voilà, il avait été condamné déjà en 2015 à mort, on le sait. Il avait été détenu après cela. Cette forme de condamnation par contumace, parce qu'il n'était pas là, il n'était pas au procès, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on a l'impression que la Libye rentre en situation de crise, et qu'il y a beaucoup de récupération, ou est-ce qu'il a pu bénéficier d'un procès équitable? Est-ce qu'aujourd'hui, Seif al-Islam ne mérite pas d'avoir une tribune officielle pour se défendre? Parce que ça fait quand même 6 ans de prison, déjà, de 2011 à aujourd'hui, avant qu'il ne soit libéré.
Aujourd'hui, on lui reproche tout ce qu'il a eu à faire. Il est accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Est-ce que Saïf al-Islam Kadhafi ne mérite pas une tribune officielle pour s'exprimer et dire ce qu'il a réellement? Oui, naturellement. C'est pourquoi je dis qu'il faut que tout le monde soit unanime là-dessus. Parce que là, c'est une milice qu'il a arrêtée et qu'il a libérée. Alors qu'il y a un gouvernement dans le pays. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Le gouvernement, aucun gouvernement légal, ne peut accepter ce genre de situation. D'où il y a des préalables. Il faut remonter à cette milice, faire en sorte que cette milice soit rapprochée du gouvernement de l'Union nationale, soutenue par la communauté nationale, c'est vrai, et se mettre autour d'une table de négociation et situer bien les responsabilités. Voilà. Mais sinon, ça va être encore le même problème. Le gouvernement va chercher à mettre aux arrêts Faisal, et puis voilà, finalement, il passera de prison nationale à une prison internationale, passer par là. Le problème ne sera jamais réglé. Tant qu'on ne passe par le préalable, je crois qu'on ne saura pas trouver la solution. À mon avis. Oui, encore que je dis, le danger est là. Nous sommes assis à la crête d'une poudrière. Alors il est temps, il faut aller plus vite pour arrêter cette affaire, parce que la situation libyenne maintenant, c'est les plus récentes. Il y a notamment l'État islamique qui est toujours dans le pays. Bien sûr, moi je ne peux pas tout dire ici, mais c'est comme ça. Il faut faire très attention. Si on peut déjà vite maîtriser cette situation, c'était chacun trouver. En fait, on a tout à gagner. Vous pensez qu'il y a toujours des dangers pour... Il y a des dangers, ce n'est même pas caché, c'est là, et il faudra faire attention. Donc il faut que les autorités, tout le monde s'implique à maîtriser la situation libyenne. Colonel Akani, vous parliez tout à l'heure de la cartographie des armes. Qu'entendez-vous par là? Oui, j'ai parlé de la cartographie des armes, de la vente d'armes, mais il y a des armes partout. Dans la région? Dans la région, partout. Et puis ça déborde, ça déverse partout. Et bien avec ça, plus personne n'est en sécurité. Et vous et moi, on n'est même pas en sécurité. De toute façon, chacun se défend. Moi, ça va, je m'en sortirai toujours. Mais c'est qu'il faut avertir les populations, il faut protéger les populations. Le rôle du militaire, c'est là. Il faut les protéger, ne pas les livrer. Alors que la situation qui est connue de tous, et là, on peut bien les maîtriser, mais on ne fait rien. Mais il ne faut pas attendre que cela vienne, qu'on vienne nous enlever un à un, à kidnapper, mon frère et vous-même, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et il ne faut pas attendre qu'on en arrive à ce niveau. Donc, il y a des possibilités. Le plus important, c'est le dialogue. Le dialogue, le vivre ensemble, et le brassage. Mais une fois que on commence par là, je crois qu'on pourra être sur un début de solution. Voilà comment je vois la chose. Et M. Tchefa, vous vouliez... À mon avis, Saïf n'a pas besoin d'une tribune officielle pour s'exprimer. Pour s'exprimer. Pas du tout. Qui s'excuse, s'accuse. Et ce qui s'est passé, on sait. La vérité, c'est que la citadelle de son père a été envahie par des imposteurs. Qu'est-ce que lui fait? Si Madame Bensouda se retrouvait dans une situation où la citadelle ou la maison de son père était envahie par des imposteurs armés, qu'est-ce qu'elle va faire? En tant qu'enfant de la famille, elle va se défendre. On a reproché au colonel Kadhafi d'avoir tiré sur son peuple. Qui lui a reproché ça? La communauté internationale. Ah, la communauté internationale. Elle était où quand le colonel Kadhafi donnait un salaire à chaque étudiant et que l'élève, l'enfant qui est né, qui est mis à l'école en Libye, n'a jamais payé de contribution scolaire jusqu'à finir ses études. La communauté internationale était où? Elle était où quand Kadhafi, lorsqu'il vendait le pétrole, distribuait la manne à tout son pays? Elle était où quand Kadhafi a décidé de sorte que les États africains aient leurs satellites pour pouvoir téléphoner quasiment gratuitement, qu'on dispose d'un fonds bancaire africain et que les États-Unis d'Afrique deviennent une réalité? C'est lui qui a fait. La communauté internationale était où? La communauté internationale était où quand la Jamaat Islamia s'est étendue un peu partout en Afrique et a joué le rôle d'une vraie ONG dans de l'action sociale pour le développement en apportant le pain et la paix aux populations. C'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce moment, lorsque la citadelle du père de Saïf a été attaquée avec des armes, même, je vais dire, des roquettes, des armes de guerre, pas des imposteurs, je crois qu'en tant que fils, il a l'obligation de défendre la famille. C'est ce qu'il a fait. Ses avocats l'ont expliqué plusieurs fois. C'est pas lui. Et puis, il n'a pas péché, s'il avait péché,
pas contre la communauté internationale. Non, c'est un problème libo-libyen. Donc c'est au sein de la Libye que les solutions appropriées devraient être trouvées. Nous ne sommes plus à l'Antiquité ou au siècle dernier, nous sommes en plein 21e siècle. Il faut que le droit à la différence, la non-ingérence devienne effectivement une réalité et qu'on ne fasse pas deux poids, deux mesures. Voilà, aujourd'hui, colonel Akani, on a l'impression que la crise mondiale qui prévaut entre le Qatar et l'Arabie Saoudite trouve aussi ses tentacules ou ses ramifications. En Libye, on accuse, l'Arabie Saoudite accuse en gros le Qatar de soutenir le terrorisme. Le Qatar aurait distribué de l'argent, des mannes à plusieurs factions rivales sur le territoire libyen, par rapport à ces accusations de l'Arabie Saoudite, notamment qui dit que le Qatar soutient le terrorisme en Libye, qu'avez-vous à répondre? Vous savez, ça c'est une affaire un peu délicate. Moi je suis militaire. Les militaires ne répondent pas comme ça. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas les éléments sous la main, nous on se lance pas dans une aventure pour dire tel a dit, tel a fait. Ça ne marche pas du tout. Il faut avoir des précisions. Nous on attend, moi j'aurai des éléments qu'il faut et avant de me prononcer. Mais ce qui est important, il faut que déjà au sommet les gens puissent gérer, puissent maîtriser. Sinon, c'est encore une autre crise qui s'ouvre. Alors qu'on n'a pas fini de gérer les premières, celles qui sont déjà là. Et il faut les éviter. Ce que je peux déjà dire, au niveau des Nations Unies, avec le nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui a fait des efforts déjà en installation, et pas plus tard que du mois de mai, vous savez, à sa sortie, il est venu voir le nouveau président français, Emmanuel Macron, qui, au lendemain de sa prestation, l'a reçu. Oui, il l'a reçu et aussitôt il s'est rendu au Mali. Vous pensez que c'est lié? Ça, c'est une bonne démarche. C'est une bonne démarche. Je ne dis pas que François c'est lié, mais c'est une très bonne démarche qui pourra apporter à l'avenir et apaiser beaucoup de choses. J'apprécie bien cette politique et cette diplomatie qui a été lancée conjointe avec les Nations Unies et la France, tout ça. C'est bien. Mais pour ce qui est de votre question, je crois qu'on a le temps de mieux analyser, de mieux comprendre. Tout à fait. Je voudrais vous suggérer une piste par rapport à votre question. Allez-y. Dans le monde arabo-musulman, qui est le partenaire numéro 1 des États-Unis? Vous connaissez? C'est l'Arabie Saoudite. Alors, les princes saoudiens, les plus gros fortunés, ceux qui sont de la cour royale, parce que c'est un royaume, tout à fait. N'oublions pas, ils font leurs études où? Aux États-Unis. Oui. Ils parlent quelle langue à la maison? L'anglais. Ils sont préparés pour percer le monde, pour percer l'humanité. Ils sont en lien avec les plus grandes structures. Alors, quel est ce pays qui récemment a connu de percer, dépense suffisamment dans le football, dépense un peu partout, dépense pour s'assurer lui-même d'abord sa sécurité et pour rivaliser, qui a commencé par rivaliser de façon sérieuse avec l'Arabie Saoudite? C'est le Qatar. À partir de ce moment, ce qui veut nouer son chien l'accuse de rage. C'est-à-dire donner encore un quart de siècle à ce pays et vous allez le voir très loin. En ce qui concerne tout ce qui a trait à la géopolitique, à la géostratégie, au repositionnement. Parce que le printemps arabe, en fait, qui l'a souhaité, ce sont les Occidentaux. Le Qatar n'a fait qu'appuyer ce projet-là en 2011 à travers là ce que vous connaissez, Syrie, Tunisie, Algérie, Liban et consorts. Et eux, en tant que pays du monde arabo-musulman, avaient déjà leur creuset, leur organisation, avaient déjà l'habitude de se retrouver pour discuter d'un certain nombre de choses. Qu'on le veuille ou non, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, les Canadiens, les Britanniques ne sont pas de cette culture-là. Et donc, ne disposeront pas de tout ce qu'il faut comme arsenal pour pouvoir peser ou sous-peser effectivement comme il le faut. Le président Donald Trump, vous l'avez vu avec le roi saoudien, vous l'avez vu. Il est venu il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu avec le roi saoudien. Tout à fait. Et quand il est sorti d'audience et que peu de jours après, vous avez vu sa réaction par rapport au Qatar. C'est donc vous dire, en conclusion, qu'il s'agit d'un combat entre deux géants. Un géant plus géant et l'autre géant en train de forger les armes pour devenir un vrai géant que l'autre géant est en train de craindre. C'est un combat diplomatique,
c'est un combat géostratégique pour la puissance, mais surtout pour la visibilité demain de qui se positionnera mieux face aux puissances traditionnelles du monde, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés, ou si vous voulez, les anciennes forces alliées de la Seconde Guerre mondiale. Colonel Akani, on a l'impression que beaucoup de pays prennent fait et cause pour ce conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. On a vu notamment le Sénégal qui a rappelé son ambassadeur, on a vu la Mauritanie qui a fait la même chose. On a l'impression que beaucoup de pays africains notamment se positionnent sur ce conflit-là qui a priori n'est pas leur conflit. C'est une bonne question. Hein. Moi, par rapport à ce que moi je connais, et l'Arabie Saoudite intervient dans les pays africains du tiers-monde. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai vu la présence de l'Arabie Saoudite en Guinée et au Maroc, parce qu'en Guinée, sous le président Sékou Touré, Sékou Touré a bénéficié beaucoup des appuis de l'Arabie Saoudite par le biais du Maroc, le roi Hassan II à l'époque. Donc, le roi Faisal de l'Arabie Saoudite à l'époque a apporté beaucoup à la région. Alors, si aujourd'hui les Africains prennent fait et cause pour l'Arabie Saoudite, on comprend bien les raisons. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, c'est depuis 1975 que moi j'ai connu le roi Faisal de l'Arabie Saoudite à l'époque. J'ai vu combien il intervenait pour ces pays. Bon, je sais ce qu'il a apporté pour la Guinée, à certains pays africains de la Guinée. Bon, c'est très bien. C'est positif, c'est social, c'est bien. Donc, on a même intérêt à ce que cela continue et éviter qu'il y ait des crises pour qu'on puisse continuer à bénéficier. Je crois que s'ils prennent fait et cause, c'est qu'il y a des aspects politiques, diplomatiques qu'il faut prendre en compte. Et là, nous, on n'est pas à ce niveau. Moi, je suis à votre niveau ici, mon frère et moi. C'est une analyse, nous sommes des observateurs politiques. Tout à fait. Et voilà le point de vue que je peux apporter. Voilà. Alors, aujourd'hui, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a rappelé que le mandat d'arrêt qui avait été émis contre Saïf al-Islam Kadhafi depuis 2011 est toujours d'actualité et qu'il fallait procéder à son arrestation immédiate. Que pensez-vous de la position de la Cour pénale internationale? Non, elle est dans son rôle. Elle est payée pour faire ça. Maintenant, allons voir si c'est pertinent. J'ai dit que c'est un problème libo-libyen. C'est le président qui a été attaqué. Mais dès lors que les droits de l'homme ont été violés, dès lors qu'on accuse quelqu'un de crime, la Cour pénale internationale a même le devoir de s'autosaisir du dossier. Oui, mais j'ai cité ici tout ce que le président Kadhafi a fait, non seulement pour son peuple, mais pour l'Afrique. Mais la communauté internationale ne l'a jamais félicité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous avons dit dans la Charte de l'Atlantique, ou 1924, que les peuples disposent de liberté à disposer d'eux-mêmes, à régler eux-mêmes leurs problèmes. Et après la Seconde Guerre mondiale, puisque on n'est pas géostratège pour rien, on fait des études pour y arriver. Après la Seconde Guerre mondiale, lors du règlement du second conflit, le procès de Nuremberg 1946, les Nations Unies, à leur naissance, et s'étant appuyées sur la Charte de l'Atlantique, ancêtre des droits de l'homme, ont appuyé sur le fait que le droit de non-ingérence doit être une réalité. Mais ce qui s'est passé en Libye en 2011, dans l'enclavure du printemps arabe, mais c'est purement libyen. C'est un problème entre les Libyens. Si vous voulez, c'est une guerre civile. N'est-ce pas plus ou moins la même chose qui s'est passée en Syrie et que le Syrien, étant réellement campé sur ses appuis, vous parlez de Bachar al-Assad, et disposant d'un appui certain qui est la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'est ça qui fait la force de la Syrie. Ce que Kadhafi n'a pas trouvé. Vous voyez un peu. S'il avait trouvé ces mêmes appuis, et qu'il n'avait pas eu, entre-temps, une montagne de problèmes avec le président Sarkozy, parce qu'on sait ce que représente la France dans l'OTAN par rapport à la Charte de l'Atlantique, donc par rapport à toutes ces réalités-là. Ne percevez pas les choses de façon aussi simple. J'ai dit, c'est une guerre diplomatique, c'est une guerre géopolitique, c'est une guerre
géostratégique et c'est un affrontement entre puissances en vue de positionnement et de repositionnement. Lorsque vous analysez bien le système et le jeu des acteurs y afférents, vous verrez qu'on a plusieurs catégories d'acteurs. Les acteurs dominants, les acteurs dominés, les acteurs autonomes, les acteurs relais. Et si vous vous amusez à construire le plan et la matrice des influences, vous verrez bien que la Libye, depuis, n'a fait que subir. Si nous sommes partenaires et que c'est moi qui dois subir et que vous n'allez pas subir, alors quel est le jeu auquel nous sommes en train de jouer? Est-ce réellement un partenariat ou bien une esclavagisation? C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Colonel Akani, aujourd'hui, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, entend juger Saïf al-Islam pour les crimes qui lui sont reprochés. Est-ce qu'aujourd'hui, extrader Saïf al-Islam Kadhafi est la solution? Est-ce que la haie présente ou offre assez de garanties pour aujourd'hui demander ou avoir Saïf al-Islam Kadhafi? Merci encore une fois. Mais vous demandez si c'est la solution. Bon, je sais que Mme Ben Fatou est dans son rôle. Ça, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas que cela soit pris comme en fait l'impunité. Il y a eu des actes qui ont été posés. Il y a un mandat qui est lancé contre. Tout ça, c'est bien. Je vais vous inviter un peu en arrière pour prendre le cas de Gbagbo qui est là-bas. Vous imaginez qu'à ce jour, les gens font des marches toujours vers la maison d'arrêt de Gbagbo. De la haie, oui. Oui, pour réclamer la libération de Gbagbo. Vous allez à Paris, dans la rue de la République, c'est pareil. On les retrouve tous. Gbagbo, on demande sa libération. C'est bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que cela implique, et c'est encore plus loin, parce que les conséquences de tout ça, c'est encore les Africains, en fait, c'est mix. Les conséquences, c'est ici en Afrique. Parce qu'après tout, il n'y a pas longtemps, pas très longtemps, il y a eu cette affaire de mutinerie encore qui est arrivée. On ne connaît pas quelle main dedans, on ne comprend rien. Alors, nous, c'est pour ça que je dis que nous sommes juste assis à la crête d'une poudrière. Et on essaie vraiment ce que cela pourra nous réserve pour demain. Alors, il est bon d'arrêter. On peut arrêter tout le monde, c'est vrai, c'est un mandat d'arrêt, c'est bien. Mais il faut maîtriser d'abord le préalable. Finir avec, avant de continuer, puis il est trop tôt d'arrêter le jeune homme, le monsieur. C'est vrai, il est trop tôt. Parce qu'il y a des situations à régler d'abord, pacifier le monde, avant de l'arrêter. Parce que pour le moment, ceux qui l'ont libéré, ils vont vous dire, attention, c'est nous qui l'avons libéré. Bon, bah, non, vous n'êtes pas reconnu officiellement, c'est la communauté internationale. D'où nous demandons à la communauté internationale de s'impliquer au plus vite pour voir s'il est temps de l'arrêter ou bien il faut d'abord, à son arrestation. Donc, je crois que c'est comme ça, il faut analyser les choses et pour aller vers la paix. Voilà. Alors, aujourd'hui, à quoi est dû le silence du GNA qui n'a émis aucun communiqué, n'a pas donné d'avis? Qu'est-ce qui explique ce relatif silence face à la libération annoncée de Saïf al-Islam Kadhafi? Le GNA a du plomb dans l'aile depuis sa naissance. Le GNA aujourd'hui a des soucis parce que il faut qu'il se retrouve au total dans un processus électoral parce que c'est ça la démocratie. Alors vous pensez que Saïf qui vient d'être libéré fera une bonne affaire pour le GNA? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc c'est un silence stratégique? Non seulement que c'est un silence stratégique, il a du pot dans les, comme il a dit. Ils ont été surpris. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que la brigade libère? Non, ils ne s'y attendaient pas. Et cette brigade, certainement, aurait vu que libérer celui-ci apporterait une nouvelle dynamique par rapport à l'arène politique. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'ils ont déjà fait au total 6 ans. Progressivement, nous sommes en train d'aller vers un processus électoral. Et puis, voilà quoi. Les Libyens aujourd'hui ont eu le temps de faire le point entre ce qu'ils étaient sous l'autorité et la dictature de Kadhafi et ce qu'ils sont devenus lorsqu'on leur a dit que c'est la démocratie qu'il leur fallait. On leur a donné la démocratie. Ils n'ont pas le pain, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont rien. Mais avant, c'est vrai, ils n'avaient pas toute leur liberté.
mais ils vivaient bien. Alors, ils ont eu le temps de faire le point. Et celui qui leur a fait ça, son enfant qui s'était déjà positionné et qui était préparé pour le remplacer et qui en est quasiment au pouvoir, vient aujourd'hui pour dire « je viens poursuivre l'œuvre de mon père avec quelques réformes ». Est-ce que ça va prospérer ou non? Vous-même voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc pour vous, Seif al-Islam est le profil indiqué pour le futur d'une Libye réunifiée? Oui, si vous ajoutez le mot réunifié, je peux vous dire oui, réunifié. C'est-à-dire, il faut connaître les réalités de chaque pays. Permettez-moi de faire une inclusion. Allez-y. Par rapport au Togo. Je parlais du Togo avec un Togolais lorsque le président Eyadema a quitté son peuple sans avoir pris la peine de lui dire au revoir. Et à l'époque, je ne pouvais pas comprendre que son fils Faure Gnassingbé soit élu président de la République. Et dit non, monsieur, vous êtes un Béninois, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai dit, mais qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Il dit, Faure, il est kabylais, mais il est du Sud. Sa maman est de chez nous. Vous ne voyez pas que c'est un métis? Si ce type-là vient, mais tout le monde est en paix. Bon, je n'avais pas compris ce qu'il me disait, mais des années plus tard, je crois qu'il a raison de raisonner comme ça. Prenez un monsieur qui est totalement kabylais. Qu'est-ce que vous allez penser de ce qu'il pourra faire du Togo? Ou prenez un monsieur qui est totalement du Sud, au Togo. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment faire en termes de gestion par rapport au lait de la vengeance avec lequel il a été élevé? Alors, parfois, il faut de petits ponts pour pouvoir joindre deux rives différentes, parce qu'on a besoin de passer à un moment donné, et que c'est lorsque vous vous retrouvez de l'autre côté que vous avez suffisamment de lumière et de visibilité pour construire tout ce que vous aurez souhaité. C'est une période transitoire nécessaire dans tous les peuples. Voilà. Colonel Akani, les pays voisins de la Libye ont redit, par exemple, leur opposition à une ingérence étrangère, ainsi qu'une opposition farouche à l'option militaire. Votre avis sur cet avis, oui, sur cette position des pays voisins de la Libye? Ah oui, c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire que chacun a une position. Il faut protéger son pays pour éviter des situations à l'avenir. Ils ne veulent pas parce qu'ils servent la portée de la crise libyenne et ils prennent des dispositions. Tout à l'heure, comme disait tout à mon frère, et le fils Kadhafi, déjà, ce n'est pas forcément l'homme idéal qu'il faut, mais il a un rôle à jouer, ça c'est bien. Tout le monde suit cette situation de près. Et si les pays voisins émettent des réserves et puis prennent position comme ça, je crois qu'ils ont tout à fait raison et qu'on en tienne compte, en fait, qu'on tienne compte de l'opposition et pour éviter encore d'autres situations à l'avenir. C'est ce que moi je dis. Et c'est des situations diplomatiques, politiques, diplomatiques, qu'il faut protéger, hein, parce qu'ils sont en droit quand même de se préserver, de s'en préserver. Parce que tout n'est pas encore acquis. La Libye a-t-elle des chances d'y croire? Dernière question. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Mais il faut passer nécessairement par le dialogue, c'est-à-dire par la réconciliation, par le vivre ensemble, et puis le brassage. Voilà. C'est ça la solution. Il faut déjà commencer par là. Alors, avec ça, je crois qu'il y a d'autres ouvertures qui vont arriver et qu'on pourra s'en saisir. MTFA, 30 secondes. Oui, je crois que la Libye est une terre d'asile. Je suis africain et panafricain. Je continue par croire que la Libye est un pays béni qui peut s'en sortir. Et j'emprunte au colonel Akani son mot. Il faut le dialogue, il faut pacifier, il faut discuter, il faut faire de la réconciliation et ne surtout pas faire de l'exclusion et surtout laisser le peuple libyen choisir librement ses dirigeants. Si ces préalables sont observés, je crois qu'un consensus réel et profond naîtrait, gage d'un avenir prospère,
non seulement pour la Libye, mais toute l'Afrique. Voilà, Libye, libération de Saif al-Islam Kadhafi, début d'apaisement aux sources de nouvelles tensions, c'était le thème central de cette émission. Était sur ce plateau le colonel Louis Akani, expert des Nations Unies pour les questions de sécurité, face à l'UM Etiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.